Bonjour à vous tous, bonjour Devox France. Aujourd'hui, on va parler un peu. Ouais, c'est bien, merci. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de iOS 6 sur une conférence Java, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est lié, donc j'ai fait le maximum pour faire que on fasse la comparaison entre Java et Objective-C. Donc d'abord, je me présente, je suis Mike Segers, je viens de la Belgique, côté néerlandophone, donc je ne suis pas francophone. Donc désolé si j'ai fait des petites erreurs. De nouveau, je fais mon maximum. Je suis un architecte software chez IDA Media Foundry. C'est une entreprise en Belgique de consultance. Elle fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Chronos. Et il y a environ 2500 personnes qui travaillent pour nous, donc pour le groupe Chronos. Je suis développeur Java. Ça, c'est mon tâche journalier depuis 2001. Mais depuis 2010, je fais aussi du iOS, donc du Objective-C. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon handle c'est Mike Segers et IDA Media Foundry, vous trouvez sur @IDA Media Foundry. Voilà. Petit sommaire pour aujourd'hui. Donc d'abord, je commence avec un peu d'histoire. D'où vient iOS? Puis on va comparer Objective-C avec Java. Hein? On est tous très bon dans le monde Java, mais comment est-ce qu'on peut comparer? Tous les deux sont des langues object-orientées, donc il y a quand même des comparaisons à faire. Puis on va faire une application iOS 6, donc je passe à la pratique et je fais un live démo, live codage en fait. Entre-temps, on va nous familiariser avec le syntaxe Objective-C. C'est bien spécifique, c'est différent que Java, les concepts sont les mêmes, mais le syntaxe est bien différent. Donc au début, ça va être un peu bizarre. Et puis, on parle aussi de gestion de la mémoire, c'est Objective-C, donc on doit penser à ça aussi. Il n'y a pas de garbage collection dans Objective-C. Et puis, on va finir le app Big Bang. D'abord, une petite question. Qui connaît le feuilleton Big Bang Theory, de Big Bang Theory? C'est bien, ok. Donc, ça, c'est déjà connu. Alors, on passe faire un peu d'histoire. Au début, on avait Smalltalk. Smalltalk, une des premières langues object-orientées. Et les gars de chez Stepstone, Brett Cox et Tom Love, on parle quelque part les années 80, pardon. Il aimait bien Smalltalk, mais il manquait un peu le fortesse de C. Donc, il prenait les deux ensemble et il faisait Objective-C. Donc, les deux gars-là, ils ont créé Objective-C. Steve Jobs était viré de Apple, on connaît tous cette histoire-là, et il commence avec son propre entreprise Next, et il connaît bien Stepstone, il aime bien la manière de programmation en Objective-C. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète en fait Stepstone. Et donc, il prend aussi Objective-C comme langue primaire pour ce système Next. Il a aussi combiné tout ça avec quelque chose d'autre qu'il a acheté. Il a acheté en fait les licences pour le user interface graphique du Xerox. Donc c'est l'entreprise qui fait des copieurs. Hein. Mais ils ont fait aussi une très bonne user interface. Et les gens qui travaillent sur un Mac aujourd'hui, il prend encore l'idée du Xerox Alto, donc ça existe déjà longtemps. Et voilà Cocoa, donc on appelle le framework pour tout ce qui est Mac, on appelle ce framework Cocoa en anglais, donc chocolat si tu veux.
Donc, il a pris les deux, Objective-C et le système de Xerox, et il a fait un bon produit. À un certain moment, il est revenu chez Apple, et bien sûr, donc Apple a acheté Next à ce moment-là, et donc il prend toute sa connaissance, il reprend ça vers Apple. Donc Apple travaille maintenant aussi avec Objective-C et avec le système Coco. Et donc avec ça, il commence à lancer des produits. Et les produits, ils sont, on sait tous ça, hein, ils sont très jolis. Il y a un grand niveau de gadgets. Hein. Tout le monde veut ça. Mais le grand succès est devenu avec le iPod. Donc il lance l'iPod, tout le monde veut un iPod et tout le monde commence à regarder aussi le plateforme Mac maintenant. Donc je ne sais pas, mais quand je faisais Devox il y a 5 années en Belgique, hein, tout le monde avait encore un PC. Maintenant, si je regarde dans la salle, qui a un Mac maintenant? Qui travaille sur un Mac? La moitié déjà. Donc, on peut dire que le succès de Apple est agrandi. Donc, Steve Jobs a fait ça possible. Et puis, il a lancé l'iPhone. Et on faisait déjà beaucoup de trucs mobiles, mais ça ne sent pas bien. Il a fait que ça sent bien. Donc, il a fait l'iPhone, et maintenant on connaît aussi le système Android et Windows Phone. Mais je pense qu'on peut dire que tous les systèmes sont basés sur ce que Steve Jobs et Johnny Ive, c'est le designer Apple, ont fait. Donc, un peu d'effet encore. Donc, si on regarde un peu la popularité de Objective-C en général, sur GitHub, c'est le numéro 10. Donc, 3%, c'est pas trop, mais bon. Si on va comparer ça avec Java, ben Java est le numéro 3. Numéro 1, c'est JavaScript. Mais on est dans le top 10. Un autre index, le TIOB, qui connaît ça? Le TIOB, c'est l'index des langues plus populaires basé sur les recherches sur Google et l'Internet en général. Donc là, on est numéro 3. J'ai mal marqué là. C'est numéro 3. C est numéro 2 et Java est numéro 1. Donc là, on gagne aussi. Hein. Des joueurs ici, dans le public? Un peu, ouais. Doom, c'est connu, je crois. Ouais, Doom, l'éditeur Doom est complètement créé sur une machine Next en Objective-C. Fait divers. Alors, Objective-C comparé avec Java. Donc Java est toujours en rouge, Objective-C est en bleu. La langue Java, c'est une langue statique. Ça veut dire que le compilateur va checker tous les types avant qu'il compile en fait. Donc le moment que ça devient du bytecode, on connaît tous les types déjà à ce niveau-là. Objective-C est dynamique. Et dynamique, ça veut dire que Objective-C n'est pas typé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des types, mais c'est dynamique. Donc c'est vraiment au niveau de runtime qu'on décide quel type un certain objet a. D'accord? Donc c'est une grande différence. C'est un peu... Qui connaît JavaScript? Tout le monde, bien sûr. C'est dynamique aussi. D'accord? Donc ça veut dire aussi que on peut ajouter des méthodes au moment de lancement et tout ça. Donc, c'est pas fixe. C'est pour ça qu'on appelle ça dynamique. En Java, on parle de j'appelle une certaine méthode. En Objective-C, on dit qu'on envoie un message vers un objet. Et la distinction est très minime. Ce n'est pas une grande différence, mais quand même, ça veut dire, comme Objective-C est dynamique, ça veut dire que quand j'envoie un message à un certain objet, et ce objet décide que ce message, il ne comprend pas, c'est possible, mais ça tombe en panne. En Java, ça n'existe pas, c'est une langue statique, c'est compilé, et at compile time, on sait déjà
cette méthode n'existe pas. Mais en Objective-C, il y a quand même des trucs qu'on peut faire pour dire à le compilateur, laisse-moi faire. C'est basé sur C, hein, et C, c'est une langue très puissante, mais c'est tout libre. Donc, ça prend un peu plus de responsabilité sur le développeur. D'accord? Donc, envoyer un message. Puis, le mot interface, donc l'interface dans Java, en fait, on appelle ça un protocole en Objective-C. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre interface dans Objective-C. Et c'est tout à fait différent. Hein? Ça vient de C, en fait. Je vais expliquer ça plus tard. Mais pour maintenant, reprends qu'une interface, c'est un protocole pour Objective-C. C'est la même idée, c'est un autre mot. Alors, une implémentation d'une interface, on appelle ça une adoption d'une interface, d'un protocole, pardon. Donc, je vais dire qu'on adopte un protocole et pas qu'on implémente un protocole. Le 10 qu'on connaît de Java, on appelle ça self en Objective-C. L'idée est la même chose, mais c'est un autre mot, de nouveau. Super, c'est super. D'accord? Le import, le directive import, ça devient import, mais avec une petite dièse avant. D'accord? Ça fait la même chose environ. Puis le nul qu'on connaît de Java, il y a plein d'alias en Objective-C. On commence avec nil, c'est celui-là que j'utilise souvent. Mais il y a encore nul en majuscule, nul en minuscule, 0 et 0.0, c'est aussi nul. Donc plein de nuls, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? En Java, si on compare avec nul, on doit vraiment écrire le variable a égale a, nul, d'accord? On ne peut pas juste dire if variable. En C, on peut. Donc en Objective-C, on peut aussi. Donc si je dis un certain objet if a, si ce n'est pas nul, c'est vrai. Si c'est nul, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc, le code là est un peu plus court. Alors, les primitives qui existent en Objective-C, c'est le hash et le unsigned hash. Donc, toujours il y a la version unsigned, le short, le int, le long, le boolean, le float, le double, et c'est tout. Je retourne. Ouais. OK. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de regarder un peu les types primitifs? Parce qu'en Java, le longueur en bytes pour un certain type est toujours la même chose. C'est la machine virtuelle qui garantit que, par exemple, un int, c'est 4 bytes. Un long, c'est 8 bytes. C, c'est basé sur ton processeur. Donc, la largeur d'un int est différent sur des différents types de processeurs. Donc, fais gaffe avec ça. Il y a quand même aussi des trucs dans le framework Foundation de Apple pour garantir qu'un int est vraiment que 4 bytes, par exemple. Mais ça, on va voir plus tard. Mais prends ça déjà, un int, c'est pas comme en Java, toujours la même largeur. Okay? Alors, les choses qui n'existent pas, d'abord, le package. Donc, on n'a pas un package ou un namespace comme en Java. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est à nous de quand même encore organiser notre code. La manière, donc, pour quand même un peu résoudre le problème qu'on n'a pas de namespace, on utilise des préfixes dans nos classes. Donc, par exemple, si on regarde les classes d'Apple, il y a toujours un préfixe de 2 lettres avant. Par exemple, pour Foundation, on peut comparer ça avec le Java Util Package. Le Java Util Package a des collections et tout ça, ben Foundation a ça aussi. Mais toutes les classes dans le framework Foundation, ils commencent avec NS. Ça vient de Next Step. Donc Next, l'entreprise de Steve Jobs, et Stepstone de Brad Cox et Tom Love, est devenu Next Step. Donc ça vient de là, NS. Tout ce qui est donc les vues qu'on va afficher à l'écran,
c'est le framework UI Kit. Donc ça commence vraiment, donc toutes les classes vont commencer avec UI. C'est comme ça qu'on évite un peu les doubles dans les noms de classe. Donc ce n'est pas des packages, mais quand même il y a un préfixe. Aussi, le convenant, c'est que quand on fait nous-mêmes des classes, on utilise 3 lettres. Donc si vous voulez faire un framework Objective-C, utilise 3 lettres. Parce que 2 lettres, c'est Apple. 3 lettres, c'est nous. D'accord? Donc, dans notre cas, on utilise IMF, de IDA Media Foundry, IMF. Voilà. Donc, le package n'existe pas. Des classes abstraites, ne cherche pas en Objective-C pour des classes abstraites parce qu'il n'existe pas. Donc, il y a des manières en code pour faire qu'il est abstrait quand même. On jetait des exceptions si vous voulez. Mais, genre compilateur qui dit vous devez encore implémenter une certaine méthode parce qu'elle était abstraite sur le niveau de la classe mère, ça n'existe pas. D'accord? Puis, des classes génériques, comme on connaît en Java, ça n'existe pas non plus. Donc, des collections en Objective-C, c'est comme des collections en Java 1.4. Ce sont des types génériques. D'accord? Donc là, on ne peut pas spécifier vraiment le contenu d'un array. On parle d'un array, vraiment, en Objective-C. Ou un dictionnaire. Donc le map de Java, c'est un dictionnaire. C'est la même chose, mais autre mot. Mais il n'est pas typé. De nouveau, c'est dynamique, donc ça ne sert pas à grand-chose de faire des choses génériques. Donc c'est à nous de vraiment régler le contenu des collections. Alors, IOCs en pratique. Donc, on vient déjà de loin. C'est commencé avec 1. Mais IOCs, on est presque là, je trouve. Donc, la manière de travailler en IOC, c'est vraiment très propre, très net. Je fais aussi du développement Android. Et là, je peux dire, je ne suis pas un fanboy Apple nécessairement. Mais la manière de travailler... Sauf qu'Objective-C est complètement différent de syntaxe. Mais une fois que tu as passé ce petit bêtise, je veux dire, ben, ça devient très joyeux de travailler en Objective-C, en fait. Donc, IOC, en pratique. On va faire le app Big Bang. Donc, presque tout le monde connaît le feuilleton Big Bang. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait un view master, et le view master, c'est un table view. Oui, mais c'est un list. Oui, d'accord, le nom est faux. D'accord? Donc, en Objective-C, ils ont appelé ça un table view, mais c'est un table avec une colonne. C'est tout. Donc, c'est un list en fait. D'accord? Mais on appelle ça un table view en iOS. Je n'ai pas choisi le nom moi-même. Donc, et une fois qu'on tape une certaine cellule, on va naviguer vers un détail. Et les détails, en fait, ce sont des onglets. Un onglet avec le détail de l'acteur qui joue ce rôle. Et un vue image, c'est un portrait de l'acteur. D'accord? Donc, c'est le petit app qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est l'idée. Donc, je vous présente mon premier démo. Si mon laptop veut bien changer d'écran, d'accord. Ok, voilà. Ici, on voit le simulateur. Donc, si on travaille en Xcode, par défaut, le simulateur est là. De nouveau, il est beaucoup plus puissant que le simulateur Android. Le simulateur Android, qui fait du Android ici? Plein de gens. Il est lent, non? Le simulateur, ben, celui-là, vraiment bien fait. D'accord? Donc ici, je vous présente le simulateur iPhone. Et donc, si je lance l'application, ça commence avec le Table View. Donc, quand je clique par exemple Sheldon, ben là, je reçois ces détails. Et si je prends l'onglet Image, ben, j'ai son image. D'accord? Il y a aussi un bouton ici qui va naviguer vers un site web de cette personne, mais apparemment, Sheldon, il n'a pas de site web. C'est programmé comme ça, d'accord? Si on prend Leonard, par exemple,
il a un site web. J'ai pas de connexion Internet, donc je ne peux pas vous montrer. Mais là, voilà, il me propose de loguer sur le réseau ici. Mais on comprend ce que ça doit faire, d'accord? Donc c'est un vieux site web dans notre application. Voilà, ça c'est la première démo. Pas d'applause? Non? Pas d'applause? Non? Ouais, merci. Alors, le modèle à l'arrière de cette application, c'est très simple. C'est une session de 3 heures, donc je dois limiter un peu la complexité. Le modèle, c'est donc le code est en anglais. Pardon, c'est en anglais. Le code, c'est donc le nom de la classe, ça devient person, et on a de certains attributs dedans. Donc on a un identifier pour identifier la personne. C'est tout des strings d'ailleurs. Alors il y a le nom, le prénom et le nom. Le nom en réalité de l'acteur, son profession dans le feuilleton. Donc ça veut dire, par exemple, Leonard, je pense qu'il est un physiciste en pratique. Donc ça c'est son profession. Le biographie, c'est le bio de l'acteur de nouveau. Puis encore, pour afficher l'image, on a besoin d'un certain nom aussi. Donc ça, on garde aussi. Et puis le site web. Donc on sait déjà que seulement Leonard a cette propriété. Pour tout le reste, c'est nul. D'accord? Alors ça, c'est le modèle. Alors le syntaxe Objective-C. Et comme le mec sur la photo, au début, j'étais comme ça. C'est quoi? C'est complètement différent. Et donc, on est déjà habitué à une certaine forme de codage. Donc, JavaScript, C++, Java et tellement d'autres langues, ils utilisent presque le même syntaxe. Objective-C, presque le même, mais quand même bien différent. Donc, au début, ça semble un peu bizarre. Donc, d'abord, qui fait du C ou qui a fait du C? Ok, plein de gens, c'est bien. Donc, pour ceux qui ont fait du C, vous connaissez déjà vous savez déjà que il y a un header, un partie header et un partie implémentation. Le header, dans le header, on peut mettre des imports. Donc ici, on dit qu'on veut utiliser le Framework Foundation. Souvent, on met ce import dans le header. Donc pour toutes les classes modèles, toutes les classes d'aide et tout ça, ben, c'est tout des classes qui ont besoin de Foundation. Pourquoi? Parce qu'il était en fait un object. Donc on voit ça. Il était un object, un object vient de Foundation. NS, next step. Donc si on voit NS, c'est du Foundation. D'accord? Donc après, il y a la directive interface et le nom de la classe. Ma classe, dans ce cas-ci, et l'extension qu'on fait. Donc c'est pour faire du héritage, la classe mère NSObject. Je dois le mettre. On va voir ça plus tard en détail, mais je dois le mettre. Pour l'implémentation, donc c'est l'autre côté. Donc en Java, on n'a pas ça. En Java, on met tout ensemble. Et fais gaffe, l'interface n'est pas la même chose qu'en Java. Ça ressemble. Donc l'interface va définir tout ce qui est disponible dans la classe. Commencer. D'accord? Donc, toutes les méthodes qui sont disponibles sur cette classe, on va afficher dans le header file. Si on ne veut pas que quelqu'un sait que cette méthode existe, ne le met pas dans le header. Je donne le détail plus tard. Puis, dans l'implémentation très spécifique, on doit importer notre propre header pour savoir quelles méthodes sont disponibles. Comme ça, le compilateur peut te dire déjà, attention, dans le header, tu as dit que tu as besoin d'une certaine méthode, mais tu ne l'implémentes pas. D'accord? Donc, on doit importer le header pour que le compilateur peut nous aider. Alors, il y a la directive implémentation, et de nouveau, tu répètes le nom du classe. Fais gaffe aussi, donc chaque bloc, le fin, c'est toujours avec un directive end. Donc celui-là ici.
D'accord? Hein? C'est toujours comme ça. Alors, je vais créer le projet pour le Big Bang App. Et on va déjà créer notre première classe, la classe personne. Donc, je passe faire Xcode, si mon ordinateur veut. Donc, en Xcode, je fais un nouvel projet. D'accord? Donc, c'est ici dans le menu, nouvel projet. Et en fait, je vais faire un empty application. Donc, désolé, mon Xcode est en anglais. Si vous avez besoin de traduction, je vais essayer. D'accord? Donc, empty application. Et je vais l'appeler Big Bang App. D'accord? Les autres propriétés, c'est surtout quand on va le mettre sur le App Store. Chaque application a besoin d'un identifier. Ça doit être unique pour tout l'App Store. Donc, normalement, tu prends, comme en Java un peu, le URL, le DNS de votre entreprise. Donc, pour moi, c'est be.idamf. Si vous voulez que toutes les classes ont déjà leur préfixe, on peut le mettre par défaut là. Mais comme je ne fais pas un framework, je ne vais pas faire. C'est une application iPhone, donc les possibilités là, on peut aussi faire une application spécifiquement faite pour l'iPad. iPhone d'ailleurs, c'est aussi pour le iPod Touch. Hein. Donc n'oublie pas ça aussi, hein. C'est un marché assez grand. Donc l'iPhone. Et l'autre possibilité, c'est de faire une application universelle. Ça veut dire que c'est pour l'iPhone et l'iPad. Bien sûr, tu dois faire des trucs pour faire que tout marche. D'accord? Mais donc, on prend iPhone. Et puis les autres coches, je ne vais pas parler trop, mais le Automatic Reference Counting, ça vient quand on parle de gestion de la mémoire. Donc, d'accord, c'est quelque chose de nouvel. C'est très bien, parce que c'est un peu l'alternative pour du garbage collection. Donc, je vais cocher ça. Comme ça, je ne dois pas trop penser à faire la gestion de la mémoire. Je vais le mettre quelque part sur mon disque dur, et voilà, j'ai créé le projet. Ça génère déjà une classe pour moi, le AppDelegate. On va parler de ça plus tard. Et ça génère aussi un fichier projet. C'est un peu pour les gens qui utilisent Maven. Qui utilise Maven? Plein de gens, bien sûr. Ben, c'est ton POM. Voilà. Ça, c'est ton POM. Donc, d'ailleurs, des choses comme Maven et tout ça, ça n'existe pas vraiment pour Objective-C. Il y a des alternatives, mais c'est complètement différent. Donc, si tu vas plus loin dans le monde iOS, cherche pour des alternatives, mais ne cherche pas pour les mêmes choses, parce que ça n'existe pas. D'accord? Donc, on va faire une application qui est seulement dans mode portrait. Donc, on va décocher le fait que c'est landscape. On ne veut pas ça. Autrement, je dois encore faire que les vues peuvent tourner, tout ça. On n'a que 3 heures, donc c'est trop limité pour faire ça aussi. Donc, je vais décocher ça. Et pour le moment, c'est tout qu'on doit faire pour mettre en ordre notre application. Et puis, dans le groupe, donc, ne pense pas que les groupes, les petits répertoires qu'on voit, que ce sont des packages. Les packages n'existent pas. Donc, c'est juste une manière pour Xcode pour organiser ta code. C'est tout. Et ce structure est seulement disponible en Xcode. Donc, sur ton disque dur, par exemple, les répertoires ne sont pas nécessairement là. D'accord? Donc, c'est à vous d'organiser le code. C'est quelque chose que je manque un peu aussi, mais bon, c'est comme ça. Donc, alors, je vais quand même organiser ma code un peu. Je vais faire une petite groupe modèle. Donc là, je vais mettre ma classe personne. Et dedans, je crée un nouvel fichier. Et le fichier, c'est un Objective-C class. Le classe, son nom, c'est person. Et le subclass, donc la classe mère, en fait, c'est NSObject. Donc je dois le mettre. D'accord?
Et puis il me demande où je veux garder tout ça, ben je dis juste create. Et voilà. Là, c'est ma classe person. Donc qu'est-ce que ça génère pour moi? Ça génère mon fichier header. Donc de nouveau, le import de foundation est là. Et puis le directif interface avec le nom de la classe et l'extension. Et le fin, c'est quand je remarque le end. Dans l'implémentation, c'est tout vide aussi, bien sûr, mais donc j'ai l'import de person.header et l'implémentation, le directif implémentation répète le nom du classe. C'est tout. D'accord? Donc voilà, j'ai créé une classe. Il n'y a rien dedans, mais j'ai créé une classe. Voilà. Voilà. Alors, la syntaxe pour définir une méthode, c'est bien spécifique. Donc ici, c'est la première fois quand je voyais ça, je faisais comme le mec dans le photo. Je faisais, c'est quoi? Parce que, regarde un peu. Donc, on est dans l'interface. L'interface, c'est le partie header. Alors, d'abord, le type de retour, c'est toujours entre des parenthèses. Donc, c'est pas comme en Java. Donc le type de retour, on commence avec ça, mais c'est entre parenthèses. Donc dans ce cas-ci, c'est void. C'est la même chose qu'en Java. Hein. C'est void, donc ça veut dire rien du tout. Et puis le nom de la méthode. Et ça, c'est vraiment spécifique. Donc les parenthèses, ok, pour le type de retour, ça va encore. Mais maintenant, le nom de méthode, en fait, en Objective-C, les méthodes, ils sont séparés dans des petits morceaux. Ici, on a deux morceaux. La première morceau, c'est ma méthode visible avec string. Et la deuxième partie, c'est et numéro. Qui trouve ça bizarre? Tout le monde, bien sûr. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc après, les parties, comment on peut dire qu'il y a des parties? Ben, c'est assez simple, il y a 2 points. Les 2 points disent, ok, la première partie de mon nom de la méthode, c'est ici, puis 2 points, et puis les spécifications des paramètres sont là. Donc, la première paramètre, c'est un NSString, c'est la même chose qu'un string en Java, mais ça s'appelle NSString, donc de nouveau, ça vient de Foundation. Il fait la même chose en Java. NSString et puis le pointeur. On va parler encore en détail de pointeur parce qu'on doit reprendre la connaissance pointeur pour Objective-C. On ne peut rien faire, hein, c'est nécessaire. Donc NSString pointeur et d'ailleurs toutes les classes, toutes les variables, c'est toujours des pointeurs. Sauf pour des types primitifs, mais toutes les classes, c'est toujours NSString et puis pointeur. D'accord? Donc aussi pour notre classe person, ça va être person pointer. D'accord? Toujours. Alors, le type de notre argument est toujours, de nouveau, mis entre des parenthèses, et puis son nom. Donc, son nom n'est pas avec string ou quelque chose, son nom est encore un string. Et le nom de la deuxième, pardon, je retourne, le nom du deuxième paramètre, c'est pas et numéro, mais c'est numéro. D'accord? Mais le nom de la méthode, le vrai nom de la méthode, c'est ma méthode visible avec string, double point, et numéro, double point. D'accord? C'est bizarre, il faut apprendre. D'accord? Alors, la visibilité d'une méthode. Donc, en Java, on a le marquage private, protected, rien du tout. Donc, le package accessor et public. En fait, comme Objective-C est dynamique, toutes les méthodes sont publiques. C'est pas possible, comment c'est? Non, c'est toujours public. Mais on peut les cacher. Donc on ne parle pas de le mettre en private, on parle de la visibilité d'une méthode. D'accord? Donc ici, je suis dans le bloc implémentation. D'accord? Et dans le bloc d'implémentation, j'ai ma méthode cachée. Donc je ne le mets pas dans le header et comme ça, elle est cachée. Donc si quelque part j'importe cette classe dans une autre classe, l'autre classe ne sait pas que cette méthode existe. Quand même,
il peut quand même l'appeler. Ça, c'est pas une bêtise, mais le compilateur va donner des warnings. Et c'est pour ça que je dis toujours, un projet Objective-C qui donne des warnings, c'est faux. D'accord? Prends des warnings comme des erreurs. Toujours. Parce que, prends-moi, ça tombe toujours en panne at runtime si tu nies les warnings. D'accord? Donc fais le maximum, évite les warnings. D'accord? Mais comme ça, tu peux le cacher. Donc personne ne sait, en fait, donc si c'est un framework, si on fait un framework, on ne met pas des jars comme en Java, on met des libraries statiques, donc des bibliothèques statiques. Et le truc qu'on offre à les développeurs qui utilisent nos frameworks, ils reçoivent seulement les fichiers header de nous, pas les implémentations. Donc c'est closed source si tu veux. Hein. Et comme ça, tu peux cacher des choses parce que toutes les méthodes visibles sont dans le header, mais tout ce qui est caché, ce n'est pas dans le header, donc il ne sait pas que ça existe. Donc c'est comme ça qu'on fait des méthodes privées, si tu veux. Mais ce n'est pas vraiment privé. Alors, les méthodes statiques et les méthodes d'instance existent aussi, mais on n'a pas le mot-clé statique pour les méthodes en Objective-C. Le mot-clé statique existe, mais ce n'est pas utilisé pour des méthodes. Donc, le marquage, c'est un petit plus. Ça veut dire que c'est une méthode statique. D'accord? Et un moins, c'est une méthode d'instance. Bien spécifique aussi. Donc ça, c'est la distinction entre les deux. Maintenant, si on veut implémenter une méthode, ça, donc, sauf le syntaxe de la méthode elle-même, le reste est un peu la même chose qu'en Java. En Java, on met aussi des accolades pour le début et le fin. Ben, c'est la même chose, ça vient de C. Hein. De toute façon, Java aussi, ça vient de C. Donc ça, on a repris. Donc c'est le nom de la méthode qu'on doit répéter, et puis les accolades, et puis l'implémentation, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler une méthode? Ben là, c'est spécifique aussi, parce qu'on utilise des crochets. D'accord? Donc, le premier exemple, c'est un appel sur une méthode statique. Donc, d'abord, je mets des crochets. Et entre les crochets, c'est l'appel de la méthode. D'accord? Donc, d'abord, le nom du classe, parce que c'est une méthode statique, et puis l'appel. Donc, ma méthode statique. Ici, c'est facile, elle n'a pas d'argument, donc c'est facile. C'est encore facile à lire aussi, je crois. Donc, ma classe, puis ma méthode statique. Maintenant, si on veut appeler une méthode instance, c'est clair qu'on a besoin d'un certain variable pour ma classe. Donc, en haut, vous trouvez la déclaration de la variable et les 3 points veulent dire que je fais quelque chose avec ces classes. Et puis, j'appelle une méthode. De nouveau, je mets les crochets, puis le nom de la variable, un espace, et puis le nom de la méthode. Mais de nouveau, dans ce syntaxe très bizarre. Donc, les deux morceaux sont encore là. Donc, la première morceau, ma méthode visible avec string, 2 points, et puis le paramètre, donc un string. Et bien spécifique pour ceux qui ont marqué, ce n'est pas juste les crochets là, mais c'est aussi un at avant. D'accord? C'est parce que Objective-C, c'est encore du C. Donc en fait, tu peux faire du C dans Objective-C aussi. Mais en C, on a déjà la version string. Donc si tu mets sans le caractère at là, hein, c'est un C-string. Donc on doit mettre le at. Autrement, c'est un C-string. Maintenant, c'est un NS-string. Donc c'est le littéral pour le NS-string Objective-C. Il faut savoir. D'accord? Le deuxième paramètre, je passe juste nil. Donc ça veut dire rien du tout. C'est possible aussi. Mais de nouveau, on voit les deux morceaux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi si difficile? Ben, en fait, une fois que tu as l'habitude de travailler comme ça, tu commences à mettre les noms très clairs, en fait, pour tes méthodes. Donc, en Java, par exemple,
un méthode s'appelle, je dis quelque chose, ma méthode. Et puis tu mets les paramètres. Et c'est tout. En Objective-C, on dit que tu dois aussi un peu décrire la fonction de tes arguments. Donc ici, c'est très abstract, hein, c'est avec string. Donc je sais c'est un string. Mais normalement, tu vas dire quelque chose de, par exemple, avec path. Si on veut charger un fichier du disque dur, ben on dit avec path, par exemple. Et on sait, le string, en fait, c'est le path du fichier. Donc c'est beaucoup plus déclaratif, si tu veux. Okay? Donc c'est très bizarre, je suis d'accord, mais ta code devient plus clair si tu fais bien. Donc on va utiliser ça dans les exemples aussi. Donc on va ajouter des méthodes dans notre classe personne. Donc je passe de nouveau vers Xcode. Donc, comme je veux faire des méthodes visibles, je commence dans le header. D'accord? Et qu'est-ce que je mets? Donc, je ne vais pas taper trop, parce que c'est trop long. Hein. J'ai préparé des choses. Donc, on va vite fait copier-coller. Donc, dans le header, je mets la définition de la méthode. Donc, on va refaire des choses. Donc, je veux créer, en fait, dans ma classe même, je veux créer une personne avec un nom et donc avec un prénom et un nom. OK? Donc, la méthode, et je vais mettre la code sur une ligne. Donc, la méthode s'appelle person, et puis on décrit le paramètre with name. C'est directement clair que c'est le prénom qu'on veut, là. And last name. Donc, de nouveau, c'est clair que le deuxième paramètre doit être le last name du personne. D'accord? Donc, en Java, si on regarde Java, en Java, cette méthode appelle juste createPerson ou quelque chose, et deux paramètres du type string. Et si tu as un bon IDE, il va t'aider. D'accord? Il va dire, OK, c'est le nom et le prénom. Ici, c'est directement clair. Je n'ai pas besoin d'un IDE pour savoir c'est quoi les paramètres. Donc, même si c'est bizarre, je crois que ça a un certain sens de faire des choses comme ça. D'accord? Donc, voilà, j'ai le person with name. Le deuxième méthode que j'ai besoin, c'est le NSString. Il retourne un NSString, donc parenthèse. Je recommence, parce que je vais trop vite. Hein. Donc, je commence avec un moi. Donc, ça veut dire que c'est une méthode d'instance. Et la méthode, qu'est-ce qu'elle doit faire? En fait, elle doit me donner le concaténation de nom et prénom. Donc, j'appelle cette méthode, comme en Java, getFullName. Donc, ça retourne un string. Et il s'appelle getFullName. Pas de paramètre, c'est un getter, donc un accesseur. D'ailleurs, quel mot est utilisé le plus souvent en français? Getter ou accesseur? Getter, ok, je parlais de getter et setter alors. Dans les slides, c'est mutateur et accesseur. Donc, voilà. Le getFullName, c'est la méthode qu'on va faire. C'est donc une méthode d'instance, sans paramètres. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de définir des méthodes. Bien sûr, on doit encore les implémenter. Si je fais un build, on va voir que le build est succeeded. Donc, ça ne donne pas des erreurs, mais ça donne des warnings. C'est pour ça que je dis, ni jamais les warnings. Le warning ici, c'est incomplete implementation. Donc, le compilateur a vu que j'ai défini de certaines méthodes dans mon header, mais il n'existe pas dans l'implémentation. Et il met le point d'exclamation ici aussi dans mon implémentation. Donc, je dois encore les faire. Donc, j'avais, le méthode statique person with name and last name. C'est ça le nom, person with name and last name. Dedans, je fais encore rien. On ne sait pas comment le faire encore. Je retourne juste nil. D'accord? Et la méthode d'instance, je fais getFullName et je retourne pour le moment, je retourne juste un string en dur
full name, par exemple. D'accord? Voilà l'accord de ma classe personne avec des méthodes dedans maintenant. Si je compile maintenant, j'ai plus des issues. Donc ici, en Xcode, il marque ça ici aussi. OK? Donc ça, c'est no issues. Ça, c'est no issues. C'est bon, je peux continuer. Alors, gestion de la mémoire. D'abord, la gestion manuelle de la mémoire. Donc à l'époque, et je parle de l'époque parce que c'est fini maintenant, mais je veux quand même encore dire qu'est-ce qu'on devrait faire à l'époque. D'accord? Donc, si on crée une classe en fait en Objective-C, on fait une allocation de mémoire. Donc, quelque part, on doit mettre notre objet dans le mémoire, donc on fait l'allocation. Et avec ça, Objective-C va créer un compteur. Un compteur pour retenir l'objet. Donc, c'est la gestion de la mémoire. D'accord? Donc, ça commence avec un compteur sur 1. Puis, à un certain moment, on passe notre objet, notre instance à une autre classe. Et cette classe décide qu'il a besoin longtemps de notre objet. Donc, il doit prendre, en fait, possession de cette instance. Pourquoi est-ce qu'il doit prendre possession? Parce que si le 1 classe qui a créé l'instance détruit l'instance, ben, moi, je tombe en panne parce que j'ai besoin de ça. Donc, je prends possession. Et prendre possession, ça veut dire que je dois retenir. Donc, je fais un retain. Et le retain, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le compteur avec 1. Donc, ça devient 2. On peut calculer. Hein. Alors, puis, il y a le copy. Le copy, en fait, ça fait une copie de notre instance. Mais comme c'est un copy, ça recommence avec 1. Donc, le originel est encore sur 2, mais le copie devient un compteur de 1. Puis, à un certain moment, le classe qui a créé mon propre instance dit « j'ai plus besoin de cette instance ». Donc, il fait un release. Ça diminue le compteur avec 1. Et à un certain moment, moi-même, donc l'autre classe, dit aussi « c'est fini pour moi ». Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue vers 0, pardon. Et 0 veut dire détruit l'objet. D'accord? Donc, c'est fini. Et le problème avec ça, j'ai un mémé pour ça. Le problème avec ça, c'est que quand tu fais un release trop tôt et quelqu'un d'autre appelle encore quelque chose sur cette instance, ben, cette instance est déjà brûlée. Donc, ça veut dire que tu reçois des, et c'est mis, je ne sais pas si c'est lisible, le execute bad access. D'accord? Quelqu'un qui a déjà d'expérience avec ça? Ouais, d'accord. Donc, c'est très difficile pour déboguer ça. Tu ne sais pas où ça tombe en panne, donc à ce moment-là, tu dis, OK, c'est parce que j'ai fait un release de trop. Donc, je vais virer ici. Et puis, tu as des memory leaks. D'accord? Parce que c'est jamais, on ne fait pas souvent le release. Donc, beaucoup de problèmes et beaucoup de déboguer. Mais, alors, depuis Xcode 4.2, et on est déjà sur la version 4.6 maintenant, donc ça existe déjà presque une année, je crois. On a le ARC, et le ARC, c'est l'abréviation pour Automatic Reference Counting. Donc maintenant, ce compteur qu'on devrait faire nous-mêmes, ben, il le fait pour nous. Et il garde aussi quand il doit faire le release, quand il doit faire un retain. Donc tous les méthodes là, ils sont virés de la système. Le compilateur va même dire que tu ne peux pas les utiliser quand tu as coché. Donc, j'ai créé le projet et j'ai coché le ARC. Si tu utilises encore le retain, le release et tout ça, ben, le compilateur va te dire que c'est plus nécessaire de le faire. Donc, tu ne dois plus le faire. En fait, ça remplace le garbage collection, mais c'est plus puissant. Parce qu'en Coco, sur le Mac même, on avait aussi le gestion mémoire, comme je viens d'expliquer. Et on avait aussi le garbage collection comme en Java.
ils ont viré maintenant le garbage collection et ils ont remplacé avec ARC pour le Mac aussi, parce que c'est beaucoup plus puissant. Ça demande de certaines structures dans ta code, mais ça va pour travailler avec. Donc moi, ici, je vais utiliser ARC parce que c'est iOS 6. En iOS 6, on peut utiliser ça déjà. D'accord? Donc c'est très propre maintenant. Donc tout ça, si tu vois encore du vieux code Objective-C, c'est possible que c'est encore là. C'est pour ça que j'explique. Mais pour les nouveaux projets, fais du ARC. D'accord? Alors, un truc spécial dans le monde Objective-C, c'est des propriétés. Donc c'est comme en Java, le getter et le setter. Hein. En fait, si je mets un déclaratif property, le directive property, je dis au compilateur, fais-moi le mutateur et l'accesseur. Donc le getter et le setter sont créés automatiquement. Donc en Java, on doit mettre l'instance variable, le variable d'instance. On doit mettre le getter nous-mêmes et on doit faire le setter nous-mêmes. Oui, avec un IDE bien, il génère, mais tu dois encore générer, tu dois encore maintenir ce code. En Objective-C, il le fait pour nous. D'accord? Donc, c'est avec le directive property. Et puis, on a le type de notre property. Donc, dans mon cas, c'est NSString. De nouveau, pointeur, comme toujours. Et puis, le nom de la propriété. Et en fait, ça fait un getter et un setter pour moi. À l'époque, on devait faire un synthèse. Et le synthesize, en fait, ça faisait la génération de la code dans mon implémentation. Parce que le add property dans le header, ça dit qu'on a besoin de ces méthodes, mais on n'implémente pas. C'est juste la génération du partie header. Le synthèse, c'est la génération d'implémentation. Donc c'est vraiment le getter et le setter qui est généré. Si on pense de memory management, donc gestion de la mémoire, aussi là, le synthèse fait tous pour faire ça. D'accord? Donc le synthèse, comment on fait ça? De nouveau, directive synthèse, puis le nom de la propriété. Donc ça doit être le même que dans le header. Et puis tu peux, mais tu ne dois pas, mais tu peux mettre un égal à, et puis un autre nom. Donc, dans mon cas, je dis, mets la valeur dans un variable d'instance underscore ma propriété. D'accord? D'ailleurs, en Java, on n'a pas l'habitude, mais pour des instances, des variables d'instance, on utilise le petit tiret toujours. Pour faire la distinction entre la propriété et la variable d'instance. C'est pour ça qu'on le fait. C'est une habitude. Alors, donc, depuis Xcode 4.5, on ne doit même plus faire la synthèse parce qu'il le fait pour nous. Et il le fait comme ça, comme j'ai mis ici. Donc, il fait le getter et le setter, et il fait un variable d'instance avec le tiret. D'accord? Ma propriété. Donc, si on n'avait pas, donc, quand c'était Java, on devrait faire ça. Ça, c'est l'alternative en Java. Donc, pardon, trop vite. Donc, on doit faire dans le header le ma propriété et le set ma propriété. Il n'y a pas de get? Non. Ça, c'est une autre distinction entre Java et Objective-C. Le getter, on ne met pas le get avant. On met juste le nom de la propriété. Donc, la méthode s'appelle ma propriété et pas get ma propriété. Donc, déjà, je peux améliorer ma code dans personne parce que j'ai fait get full name. On va changer ça vers full name parce que ça, c'est le getter. D'accord? Le setter, c'est la même chose. Donc, il retourne void, il prend un paramètre et on met set et puis la première lettre devient un majuscule. Et puis dans la partie implémentation, bien sûr, on fait le return de la variable d'instance. Et pour le setter, on met en fait l'affectation. Donc ça, c'est un peu la même chose. En fait, l'exemple est un peu coupé parce que ça, c'est déjà ARC, donc Automatic Reference Counting. À l'époque, c'était un peu plus difficile parce qu'on doit faire du gestion de la mémoire.
Ça veut dire quand je passe un variable dans le setter, je dois faire un release de la valeur que j'avais et je dois faire un retain de la valeur que je reçois. Autrement, quand l'autre fait un release sur le string, ben, ma code tombe en panne. Mais RC fait ça pour nous maintenant. Donc, j'ai coupé ce code. Quelque chose qu'on peut faire aussi avec des propriétés. Donc, ce n'est pas seulement facile pour déclarer des propriétés. Ça devient aussi plus facile d'appeler le getter et le setter. En fait, au lieu de faire la version classique, la façon classique, avec les méthodes et les crochets, on peut maintenant faire ma variable, point, donc c'est la notation pointée, ma variable, point, ma propriété. Donc c'est un peu comme en Java, mais ça marche seulement pour des propriétés, donc fais gaffe. D'accord? Et oui, je suis d'accord, ça mélange un peu les deux manières. Mais si tu vois des points, tu sais, ah, ça c'est une propriété. Si tu fais des crochets, tu sais, c'est une méthode normale. D'accord? Donc moi j'utilise la version pointée. Pour le setter, donc le setter classique, on connaît déjà. Donc de nouveau, nom de variable, nom de la méthode, double point, 2 points, le valeur. Pointé, ça devient une affectation. Donc ça c'est très spécifique. En Java, c'est même pas faisable de faire une affectation sur une méthode. Ben, ici, le syntaxe, c'est ma variable, point, le nom de la propriété. Et puis l'affectation add valeur. Donc c'est beaucoup plus puissant à ce niveau-là. Alors, je vais ajouter des propriétés. De nouveau, j'ai préparé un peu le code. Donc, les propriétés qu'on va ajouter, en fait, c'est les propriétés qu'on voyait sur le slide qui affichait le modèle. Et la propriété, normalement, on le met en haut le bloc interface. Donc, je vais coller ici. Donc, je fais en propriété NSString, identifier, name, last name, real name, profession, bio, image name et website. Juste comme ça. Alors, pour les vieux versions, je devrais encore faire la synthèse, mais maintenant, c'est plus nécessaire. Donc, ça veut dire que les méthodes maintenant, le méthode identifier et setIdentifier existent déjà. Pour te montrer, je vais faire du code dans le full name. Donc, je vais déjà changer ça vers full name. J'aime pas trop le get en Objective-C, donc c'est full name. Et on va maintenant implémenter ça, parce qu'on a déjà le name et le last name. On a aussi les variables d'instance pour les propriétés, donc maintenant on peut faire un peu de code. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va retourner en fait la concaténation des deux strings. Donc ici aussi, je dois bien sûr changer le nom de la méthode vers full name. Et maintenant je vais faire, ça c'est quelque chose à apprendre, string with format. Donc la concaténation en Objective-C, c'est vraiment une méthode sur NSString. D'ailleurs, c'est NSString, donc ça veut dire que c'est une méthode statique. Hein. C'est sur la classe que je l'appelle. Donc, string with format. Et puis, je passe un format. Et le format, dans ce cas-ci, c'est %add, %add. Ça veut dire un objet, espace, un objet. Par exemple, si je veux donner un int, je mets i. Si je veux faire un double, je fais d. Donc c'est un peu le format de le fprint de C. Qui connaît le fprint? Ouais. Donc c'est un peu la même chose, mais pour les objets, tu mets %add. Donc ça veut dire ici aussi que je dois mettre deux paramètres en plus. Le paramètre 1, c'est le name du personne, et tu vois directement Xcode connaît déjà ma variable d'instance. D'accord? Donc, je dis name, last name. Donc voilà, maintenant, j'ai vraiment une méthode full name qui fait quelque chose. Ça, c'est le syntaxe. D'accord? D'ailleurs,
c'est peut-être mieux, aussi pour te laisser savoir que ça existe. Self.name. Donc, je vais accesser mon Xcode m'aide aussi. Donc, voilà, la méthode existe aussi. Donc, self.name, il sait que ça existe. D'accord? C'est peut-être mieux de le faire aussi. Parce que si je fais encore des getters spécifiques, d'ailleurs, je n'ai pas encore expliqué, mais tu peux faire un override de tout ce qui est généré. Donc, si tu décides que tu n'aimes pas trop le getter qui est généré par Xcode, tu peux encore faire vous-même le code. Donc, comme ça, j'appelle ce code. Est-ce que c'est beaucoup moins performant? Non. Parce que ça aussi, donc envoyer des messages en Objective-C, c'est très puissant. Donc, si tu appelles une méthode, c'est presque la même chose. Il y a un petit peu d'overhead, mais c'est presque la même chose que accéder la variable en direct. D'accord? Donc, -name ou self.name, c'est plus joli de dire self.name, donc on utilise celui-là. Voilà, c'est ça ma méthode full name maintenant. Full name maintenant. Alors, j'ai ajouté maintenant mes propriétés, mais ce n'est pas tout. Les propriétés, on peut aussi mettre des attributs sur la déclaration de la propriété. La première, c'est pour changer le nom du getter et setter. Donc, entre les parenthèses, tu peux mettre getter égale à mon propre nom et setter, c'est mon propre nom, par exemple. Mais utilise ça judicieusement. Parce que là, tu fais un override du défaut. Donc, tu as un property qui s'appelle, par exemple, ma propriété, mais le nom du getter et setter t'a changé. Donc, normalement, tu n'utilises pas ça. Donc, c'est quelque chose, oublie ça. J'ai jamais utilisé ça dans du vrai code. D'accord? Alors, lire et écrire. Donc, normalement, un propriété fait read-write, toujours. Donc, il crée le getter et le setter. Maintenant, tu peux aussi dire que c'est seulement read-only. Donc, seulement la lecture est possible. Donc, il génère seulement le getter, pas le setter. D'accord? Le read-write, c'est le défaut, donc tu ne dois pas le mettre nécessairement, mais tu peux. Read-write, c'est les deux qui sont générés. Alors maintenant, gestion de la mémoire. J'ai juste dit que la gestion de la mémoire, tu peux l'oublier. Oui, presque. Tu peux quand même, tu dois encore dire au compilateur si tu veux prendre possession de l'objet ou pas. Hein? Normalement, tu prends possession. Donc si je passe par exemple un string vers ma classe personne, pour le nom, laisse-nous dire, c'est clair que pendant que le personne existe, je veux encore garder ce nom. Si quelqu'un d'autre fait un release, moi je veux encore garder. Donc je dois prendre possession. Et alors, on utilise strong pour ARC. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est une relation forte. Ça veut dire que la propriété ne va pas être détruite avant que ton propre classe est détruite. D'accord? Le retain, c'est la même chose, mais ça vient de l'époque avant ARC. Mais c'est la même chose. Donc, ça veut dire retenir l'instance. Alors, weak, c'est l'inverse de strong, ça veut dire je ne prends pas possession. Le weak, c'est souvent utilisé quand tu as des boucles dans la dépendance entre des objets. Donc, par exemple, classe A a une dépendance vers classe B. Classe B, à son côté, a une dépendance vers classe A. C'est clair que c'est une boucle dans la dépendance. Donc, si tous les deux sont strong, tu as un memory leak. Parce que tu gardes tous les deux. Si tu vires l'un, l'autre reste là parce qu'il est encore dans le mémoire. Donc, c'est memory leak. Donc là, un des deux doit être weak. Donc, fais gaffe avec des boucles. Donc, OK, il n'y a plus de gestion de la mémoire manuelle, mais tu dois encore penser à la gestion quand même. D'accord? Donc, weak, relation faible. Le weak fait encore quelque chose d'autre aussi. Quand tu as une relation weak, donc faible, avec une certaine instance, quand cette instance est libérée quelque part autre,
dans ton classe, la propriété devient nulle. S'il devient nul, ta classe ne peut pas tomber en panne. Parce que si tu appelles quelque chose sur nul en Objective-C, ce n'est pas comme en Java. En Java, ça donne quoi? Null pointer exception, on le connaît très bien. Hein? Mais en Objective-C, ça n'existe pas. Si tu appelles quelque chose sur nul, il ne fait rien. Et si tu appelles une méthode qui doit retourner quelque chose, ben ça retourne nul aussi. Donc ça ne fait rien. Donc ta code ne peut pas tomber en panne. Ta code peut peut-être faire quelque chose que tu voulais pas, mais ton application n'est pas jetée dehors. Hein? Parce qu'un crash sur iOS, ça veut vraiment dire que ton application est coupée. Donc l'utilisateur voit que c'est fini et il retourne sur le springboard, on appelle ça en un machine iOS. Le page home avec tous les icônes, c'est le springboard. Hein. Donc si ton application tombe en panne, ben, tu retournes vers là. Donc ce n'est pas bon pour l'utilisateur que ça arrive. Donc pour ça, le weak fait que c'est mis en nul. Avant RC, on avait l'assign. L'assign, c'est presque la même chose que weak. Seule différence, c'est que le truc pour mettre des choses sur nul, il ne fait pas avec le assign. Donc, n'utilise pas assign, sauf pour des primitifs. Parce que weak, c'est seulement pour des objets. Assign, c'est maintenant seulement pour les primitifs. Les primitifs, tu ne peux pas garder. Hein? C'est des primitifs. Et puis, le dernier truc pour faire de gestion de la mémoire, c'est le copy. Et le copy, ça fait vraiment un copy du paramètre que tu passes dans le setter, donc dans le mutateur, si tu veux. Donc ça veut dire que l'instance qui est passée est d'abord copiée et puis retenue par ta propre classe. Ça veut dire que quand tu changes quelque chose dans cette instance, la personne qui a passé l'originel n'est pas affectée. D'accord? Tu vois la différence? Par exemple, quand je passe mon personne quelque part dans une autre classe, et je le mets sur copie, et l'autre côté qui a passé la personne dans ma méthode change encore la personne, moi je ne sais pas. Et peut-être c'est ça que tu veux. D'accord? Donc ça c'est copie. Mais l'instance est retenue aussi. Alors, dernier truc qu'on peut ajouter dans des properties, c'est un attribut pour marquer l'atomicité de notre objet. Atomicité, ça veut dire que si on appelle une certaine méthode, on doit peut-être verrouiller l'instance pour le thread safety. D'accord? Si tu fais quelque chose, si tu n'as pas besoin de thread safety, tu mets non atomique. D'ailleurs, le mot-clé atomique n'existe pas. Donc si tu mets rien, c'est atomique. Donc chaque fois que tu appelles un setter ou un getter, il va verrouiller l'instance et déloquer l'instance après. Donc c'est un grand overhead. Donc pour nous, pour les personnes, on sait que ce n'est pas utilisé dans des différents threads. On va tout mettre en non atomique. C'est beaucoup plus puissant. D'accord? Donc c'est important de penser à ça aussi. Quand ça devient nécessaire de faire du thread safety, il faut le mettre sur atomique. Donc tu ne mets rien alors. Alors, améliorer les properties, parce que pour le moment, on n'a pas marqué dans notre code, on n'a pas marqué que les strings sont strong. Et on n'a pas marqué que c'est non atomique. Le défaut, c'est atomique, read-write et assign. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut une relation strong et on veut non atomique. Pardon, j'ai mal mis. C'est là. Non atomique et strong. Pour vite fait, je peux copier-coller ça partout. Voilà, c'est fait. Une petite amélioration encore. On a ici le full name, mais en fait c'est un getter. Pourquoi pas faire un
un property pour ça aussi. Donc, je vais virer celui-là et je vais ajouter un property, de nouveau non atomique, mais maintenant pas strong, juste read-only. Le strong n'a pas de sens. Le strong et le assign et le weak a seulement une certaine effet quand on utilise un setter. Quand on n'a pas de setter, ben on ne doit pas maintenir, c'est seulement read-only. Donc là, le strong, le weak, ça ne dit rien. Donc on met juste read-only et on met full name. Voilà. Et maintenant, j'ai la même chose. J'ai une méthode full name. Mais dans ma code, je fais un override. Donc c'est vraiment la méthode full name. D'ailleurs, quand je fais un build, je n'ai pas de warnings. Donc il prend vraiment le full name. Si je vire cette méthode et je fais un build, il va pas râler non plus parce qu'il génère lui-même la méthode full name. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Hein? Ce qu'on veut, c'est ça. Donc tu peux faire un override. D'accord? Donc voilà, notre classe personne est prêt. Presque. Est prêt. Presque. Mais vis-à-vis les propriétés, c'est prêt. Maintenant, on a maintenant ce classe personne, mais comment est-ce qu'on doit créer une instance de ce personne? Comment est-ce qu'on doit créer une instance d'un objet, d'une classe? Ben ça, on fait très spécifique aussi. Ce n'est pas comme un constructeur en Java. De nouveau, la syntaxe est un peu bizarre. Parce que, en fait, la construction d'un objet est en deux parties. Première partie, d'abord, c'est une méthode statique qu'on doit appeler sur la classe. Et cette méthode vient de NSObject. Donc NSObject a une méthode statique qui s'appelle alloc. Donc ça veut dire alloquer du mémoire pour ma classe. D'accord? Mais allocation, ce n'est pas suffisant. Donc ça réserve un peu de mémoire pour nous, mais ça ne fait pas d'une initialisation. Donc on a besoin d'une méthode d'instance, init. D'accord? Donc la première méthode alloc, c'est statique. Le deuxième, c'est une méthode d'instance. De nouveau, ça vient de NSObject. D'accord? Donc là, c'est le constructeur de Java, c'est la même chose ici, mais un peu plus large. D'accord? Donc, nom de classe alloc, entrée des crochets, et puis encore des crochets parce que c'est deux appels de méthode, donc deux crochets, init. Alors, comment est-ce qu'on doit écrire le init? Si tu pensais que l'appel est déjà difficile, ben, la méthode init, ça devient un peu plus bizarre, parce qu'en fait, ce n'est pas comme Java non plus. En fait, tu dois initialiser self dans ton init. Donc, j'ai dit, le this de Java, c'est self en Objective-C. Ben, tu dois l'initialiser vous-même. Donc, la première ligne dans notre méthode init, c'est self égale à super init. Donc, on appelle l'initialisation de classe mère et on le met dans le self. Ça, c'est la première ligne. Toujours nécessaire. Pour toutes tes méthodes init, tu fais toujours ça. Tu vas peut-être appeler une méthode spécifique init with name and last name par exemple pour notre personne, c'est ça qu'on va faire. Hein? C'est un init méthode spécifique pour notre classe, mais tu vas toujours appeler le super init quelque chose. Donc super init ou init with je ne sais pas quoi. D'accord? Deuxième ligne est un check, c'est un if. Si self, et comme j'ai expliqué, en Objective-C, on peut utiliser un objet comme un boolean. S'il est nul, il est false. S'il n'est pas nul, il est true. Toujours. Donc ici, je check if self. Donc ça veut dire, si self existe, si self n'est pas nul, je passe dans le bloc if. Autrement, je dépasse le bloc if. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que en Objective-C, on dit qu'une initialisation peut rater aussi. Et l'idée, c'est que quand ton initialisation rate, tu retournes nul. Donc, en autre mot,
si le super init rate, il retourne nul, donc il ne passe pas dans mon bloc if. Et puis tu retournes self. Un autre truc bizarre, pour ceux qui ont déjà marqué, c'est qu'on retourne id. On ne retourne pas ma classe pointeur. On est dans ma classe. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, d'abord, je dois expliquer id un peu. id, c'est le type générique. Et ne comparez pas ça avec le type générique Java. On appelle ça le type générique parce que ça peut être n'importe quoi. En fait, c'est un alias pour un void pointer. Pour ceux qui font du C, un void pointer, ça veut dire, ça pointe par je ne sais pas, n'importe quoi. Et pourquoi est-ce qu'on doit retourner id? Pour l'héritage. Mon super init, par exemple, si mon super init prend, maintenant que ma classe, elle éteint le NSObject, si le init de NSObject retournerait NSObject, ben le self peut être que NSObject. Et c'est faux, parce que le self ici doit être person, ou ma classe. Donc c'est pour ça qu'on doit retourner id. C'est un peu bizarre, il faut savoir. D'accord? Donc un init retourne toujours id. Autrement, c'est faux. Autrement, tu n'es pas ouvert pour extension. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on retourne init, puis on fait l'affectation de self, puis on check le self et on retourne le self. D'ailleurs, Xcode peut générer la méthode init pour vous. Il fait cette structure-là. Alors, donc tu ne dois pas vraiment maintenir tout ça, hein, il va t'aider. Une autre manière en Objective-C qu'on utilise souvent, et on a déjà prévu dans la classe personne, c'est d'utiliser une méthode de convenance. Et en fait, la méthode, c'est un peu, qui connaît le builder pattern en Java? Ok. En fait, c'est une méthode qu'on peut appeler, c'est une méthode statique qu'on va appeler sur la classe qui retourne une instance de cette classe. Donc ça, c'est la méthode initialisation de convenance en Objective-C. Foundation a plein de méthodes comme ça. Et moi j'aime l'utiliser aussi. Donc par exemple, pour person, on a déjà créé une méthode statique person with name and last name. Donc au lieu de toujours devoir faire alloc init person with name and last name, maintenant je peux juste dire person with name and last name. Donc la code devient un peu plus court, un peu plus joli. D'accord? Donc ça c'est la méthode de convenance. Dedans, donc d'abord, ça ne retourne pas id, ça retourne vraiment l'instance de ma classe. C'est ça qu'on veut. Et puis, on fait un appel vers la méthode init, donc avec la structure connue alloc init avec valeur. Et puis on retourne l'instance, c'est tout. Donc ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une méthode init, mais ton API devient plus utilisable, je veux dire. Donc on va toujours créer des personnes avec la méthode de convenance et pas avec le init. Ça on fait dans notre classe nous-mêmes. D'accord? Donc on va ajouter les méthodes d'initialisation sur personne. Donc la méthode que j'ai besoin, c'est init with name and last name. Donc init, donc c'est id que je dois retourner. Init with name et puis un string. En fait, je peux copier-coller au-dessus parce que c'est la même chose. Donc init with name and last name. D'accord? Donc de nouveau, je commence avec mon header et puis je passe vers l'implémentation. Donc qu'est-ce que l'implémentation doit faire? Ben, on doit encore créer le init. Et en fait, pour générer cette méthode init, je peux juste taper init. Et en Xcode, on a des snippets. Init, c'est un snippet. Donc maintenant, quand je dis Enter, il me crée le init par défaut. Ce n'est pas ce init que je dois créer parce qu'il existe déjà au niveau d'un NSObject. Donc je dois encore ajouter les paramètres. Donc with name and last name.
D'accord? Et maintenant, la seule chose que je dois faire, c'est self.name égale à name, self.lastName égale à lastName. Donc c'est un peu comme le constructeur. Donc le parti dans le bloc if, c'est la même chose qu'en Java. On fait l'affectation de notre propriété. C'est tout. Mais tout le reste est un peu bizarre. Pour des développeurs Java. D'accord? Maintenant qu'on a le init, maintenant on peut aussi remplir cette méthode statique. Donc pour faire marcher ça, on dit person instance égale à person alloc init with name. Tu passes juste le paramètre qui est passé dans notre méthode aussi. Et au lieu de retourner nil, on fait retourne instance. Voilà. Vous comprenez? Ouais. D'ailleurs, la code va être disponible. Je vais le mettre dans un lien sur Parlace. Donc, tu peux jouer avec la code après aussi. Donc voilà, le person instance est créé. Person instance est créé dans la méthode de convenance. Alors, pointeur. Qui connaît encore la théorie? Un peu. D'accord. Alors, les pointeurs, en fait, c'est très, très facile. Hein, mais pour moi, je dois toujours prendre ça et je comprends les pointeurs. Donc, je vais vous expliquer. Prends qu'on a un certain variable A du type int. Donc, quelque part dans le mémoire, le stack, en fait, le A va être mis dedans, le valeur va être mis dedans. Donc, dans le mémoire sur hexadécimal 0x0 100, on met la valeur 10. Vraiment la valeur 10. D'accord? Si on a B, on fait la même chose. Donc, on prend la prochaine adresse mémoire qui est disponible et on met 20. Maintenant, si on travaille avec des pointeurs, comment est-ce que ça marche? Ben, des pointeurs, en fait, un pointeur, ça veut dire que la valeur dans ce variable n'est pas vraiment une valeur juste comme ça, mais c'est une valeur de l'adresse d'une certaine valeur. Donc, pour faire ça, on doit en fait faire un opérateur référence. Donc, on dit maintenant que C égale à le référence de B. Et la référence de B, ça veut dire l'adresse mémoire de B. Donc, qu'est-ce qu'on met dans C? Dans l'adresse pour C, on met en fait l'adresse mémoire de B. Donc, la valeur devient 0x0101. D'accord? Alors, si je change maintenant B et je mets 30, ben, le valeur de C pointe encore sur cette adresse. Donc, la valeur de C n'a pas changé, mais ce qu'il pointe est changé. Donc, si je demande C, par exemple, là, pointe C égale à 30, c'est vraiment 30. Si maintenant je veux changer la valeur sans utiliser B, je dois déréférencer C. C'est un peu bizarre, déréférencer C. Donc, c'est l'opérateur de déréférence. Et maintenant, B est changé aussi, parce que c'est la même valeur. Donc ça, ce sont les pointeurs. Alors, pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce qu'on doit voir que si on passe des valeurs vers des méthodes ou des fonctions, on passe toujours par valeur. Aussi en Java d'ailleurs, hein, c'est toujours passe en valeur. Même si ce sont des objets et on pense que c'est référence, c'est jamais référence en Java. En Objective-C, on peut choisir. Donc, on a une valeur qui est 50 et on passe cette valeur vers une fonction A. Donc, passer une fonction, ça veut dire pas qu'on passe la valeur, non, on passe une copie de cette valeur. Pourquoi est-ce que c'est une copie? Parce que quelque part dans la mémoire, on met la même valeur. Donc, on copie la valeur vers quelque part autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, parce que si la fonction A décide de changer la valeur vers 20, par exemple,
la valeur ici change, mais la valeur originale de l'autre méthode, là-bas, en haut, il reste encore 50. Donc, c'est pour ça qu'on passe par valeur. Comme ça, quelque chose que nous, on a offert à quelqu'un d'autre ne peut pas être changé. C'est ça le but. Alors A reste 50 quand on retourne de la méthode. Donc c'est passage par valeur. C'est quoi alors passage par référence? Ben là, on va passer un pointeur. Donc on a fonction B, et là on passe l'adresse, donc de nouveau l'opérateur de référence à utiliser. Donc c'est l'adresse de la valeur qu'on passe. Donc dans l'autre stack, on a maintenant une copie de l'adresse et pas la valeur. Donc maintenant, si je veux changer la valeur, donc de nouveau, je déréférence x. Si je change maintenant la valeur de x, j'ai vraiment changé la valeur dans l'appelant. Ça devient 20. Donc ça, c'est pass by reference. Ou en français, passage par référence. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, donc, en Objective-C, j'ai déjà dit, tous les types sont toujours des pointeurs. Donc, si je passe, par exemple, mon personne vers une certaine méthode, si les personnes qui est donnée change de pointeur, et c'est une bonne distinction entre les deux, si dans la méthode, il dit, par exemple, le paramètre est appelé P de personne, hein, si je dis P égale à quelque chose d'autre, ben l'appelant n'est pas changé. Bien sûr, le contenu de P peut être changé. Hein. Donc P.name égale à, ben là, je change vraiment le nom de la personne aussi pour l'appelant. Mais si je fais une nouvelle affectation, ça ne reflète pas dans l'appelant. Passage par référence, là, si je change le pointeur, je le change aussi pour l'appelant. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour ce qui vient encore. Parce qu'on va parler des exceptions. En fait, les exceptions en Java, ça existe aussi pour Objective-C. La notion est un peu différente. Donc, on fait le directive try avec le add de nouveau, et le catch et le finally aussi. Il y a aussi une classe NSException, qui est la classe de base pour toutes les exceptions. Mais l'utilisage, on peut dire que ce n'est pas performant de l'utiliser en fait. Donc, utiliser des exceptions en Java, c'est pour des cas exceptionnels. En Objective-C, c'est pour des cas vraiment exceptionnels. D'accord? C'est vraiment tombé en panne. On peut peut-être dire que c'est un peu le runtime exception. Runtime exception, c'est quelque chose qui fait tomber en panne l'application. Donc ici aussi, n'utilise pas trop les exceptions. Mais comment est-ce qu'on va alors gérer des erreurs? Par exemple, on va lire tout de suite les personnes d'un fichier. Et bien sûr, quand on lit quelque part dans le système un fichier, ça peut tomber en panne. Ça peut donner des erreurs. Comment est-ce qu'on va rapporter alors cette erreur? Ben, on va utiliser NSError pour ça. Et pour faire ça, on utilise un double pointeur. Donc, on utilise un pass by reference. Donc, ça veut dire que dans l'appelant, je vais passer une erreur et la méthode que j'appelle peut changer cette erreur pour moi. Ça, c'est pass by reference. Donc, en C et en Objective-C, c'est possible d'avoir pas un type de retour, mais plusieurs. Donc, le type de retour normal et tout ce qui est pass by reference. Ce sont des types de retour, en fait. Et donc, si tu as des erreurs, tu retournes nil, pour dire quelque chose est tombé en panne, va lire l'erreur. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va faire tout de suite. Avant que je passe faire le démo, je vais encore parler de déclarer des variables d'instance. Donc, on a déjà vu que quand on a des propriétés, ils sont générés automatiquement. Mais si on veut le faire nous-mêmes, on a en fait 4 manières. 4. La première, c'est tu le mets dans l'interface avec des accolades. Et là, tu peux utiliser Private Protected et Public. D'accord?
Donc dans le header file, je mets private, protected et public. C'est la même signification qu'en Java. Ça veut dire la même chose. Sauf on n'a pas le default accessor, donc le package private. Ça n'existe pas, on n'a pas de package, donc ça n'existe pas. Alors la deuxième méthode, c'est un peu la même chose, mais tu le mets dans l'implémentation. De nouveau, tu caches le fait qu'il est là. C'est pour ça qu'on le met là. Donc dans l'implémentation, on met des accolades et puis la définition. Là, tu ne dois pas mettre private, public ou protected. Ça ne sert à rien, c'est toujours privé là. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas dans le header. Mais donc la seule distinction, c'est privé et caché. C'est pour ça que je l'ai appelé string privé caché. Un autre truc en Objective-C, c'est de travailler avec des catégories. Et les catégories, je n'ai pas encore expliqué. Mais en fait, tu peux ajouter des méthodes sur une certaine classe qui existe déjà. Et un cas spécifique, c'est le class extension. Donc, ce n'est pas l'héritage, c'est vraiment ajouter des choses sur une classe qui existe déjà. Et ici, comment est-ce que tu mets des catégories? Ben, tu déclares en interface le nom de la classe et puis des parenthèses. Et entre des parenthèses, c'est le nom de la catégorie. Ici, je n'ai pas de nom. Donc, on appelle ça une catégorie anonyme ou un class extension en anglais. D'accord? Et ça fait quoi? Ça fait que tu peux ajouter aussi des variables d'instance. C'est seulement possible dans le class extension. Et le class extension doit être mis dans le M-file de la classe même. Pourquoi est-ce que tu le fais là? Parce que comme ça, tu mimiques, si tu veux, un peu le header dans l'implémentation. Donc tu caches encore, mais quand même, tu mets en haut tout ce que tu as besoin. Donc ça, c'est le class extension. Donc de nouveau, même chose, c'est privé caché. Qu'est-ce qu'on doit utiliser alors? Le choix est à vous. Moi, je préfère celui-là, mais je connais beaucoup de collègues qui mettent tous dans le bloc implémentation. Ça marche aussi. Et la quatrième, ça on connaît déjà, si tu crées des propriétés, ben, il crée les variables automatiquement. Donc ça, je ne dois plus expliquer, on connaît ça. Donc maintenant, on va changer un peu le méthode fullName. Encore une fois. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop le fait que je dois toujours calculer de nouveau la concaténation. Chaque fois que j'appelle le fullName, je dois recalculer. Je dois refaire le format. Ça, j'aime pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un override du setter pour le nom, le prénom et le nom. Et comme ça, je peux mettre un variable pour fullName. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, de nouveau, j'ai préparé ça. Je vais copier-coller, comme ça, ça va plus vite. J'espère que j'ai copié-collé, d'ailleurs. Non, j'ai pas. Si, quand même, ici. Ok, donc je passe vers la code. Donc, genre, dans le header, il ne change rien. Le header reste la même chose. Je vais juste modifier l'implémentation un peu pour qu'il est plus puissant, plus performant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais virer en fait ce méthode ici. Donc, ça fait que de nouveau, maintenant, j'ai un variable underscore fullName et j'ai une méthode fullName. D'accord? C'est automatiquement généré de nouveau. Et je colle la version pour le setter de last name et le setter de name. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si le nom ou le prénom change, je sais que le full name doit changer aussi. Donc au lieu de toujours faire la concaténation au niveau d'appel full name, je le fais maintenant seulement quand il y a quelque chose qui change. Et c'est pour ça aussi que je vous donne l'idée de toujours appeler self.name aussi dans le init et tout ça. Comme ça, le setter est appelé et le full name est calculé automatiquement aussi. Donc voilà, le full name maintenant, c'est une variable d'instance. Et il est toujours calculé quand le nom et le prénom changent. Et autrement, il reste toujours la même chose. C'est une autre façon de travailler. Je préfère celui-là. Et aussi, c'est pour te montrer que le setter et le getter peuvent être overridés avec ton propre version. D'accord?
D'accord? Voilà le setter et le getter. Alors, le contrôle de flux, on a déjà vu